Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour, bon après-midi, bonsoir We already have over 100 à participants. toutes et à It's tous. wonderful to see so Nous many avons faces plus de 100 and participants. for similar C'est une excellente nouvelle. J'espère everyone, but que we have a full schedule. vous serez plus Let's nombreux. get started. Nous avons un programme First, assez I want to say chargé, that we donc do nous allons offer commencer. interpretation of Pour English to information, Spanish, il so existe de if you'd like to l'interprétation join, vers le you can français. Vous pouvez vous y prefer language connecter. and update Donc, text to allow choisissez participants to see either votre English, langue either de English or French préférence, by clicking on the globe soit icon at the anglais, bottom soit of your screen français, for en cliquant interpretation. sur la petite planète I'll en give you bas. a minute to do that, and you'll go into your Et section nous for allons interpreters. ensuite passer à la suite et vous entendrez les Great. interprètes une fois Welcome que vous serez everybody. connecté au I'm Erica français. Nybro. I'm Je a suis Head Erika of Nybro, Knowledge je Success suis for responsable technique programs COVID-19 pour at Knowledge Johns Success Hopkins au University. centre We're Johns really Hopkins excited to host this pour les amazing programmes de competition communication. Nous sommes ravis de between collaborer avec different l'USAID authors et and l'UNICEF pour organizations organiser cette in initiative sur providing l'intégration de la comprehensive instruction COVID-19 in dans les victim soins de santé primaires. C'est la operationalization première d'une série de strategies. webinaires sur ce This is the sujet. first in a series of three webinars. Celle-ci est la première donc d'une série Today's de session will trois. focus on global responses to Aujourd'hui, foreign language barriers. nous First, aborderons les above ressources mondiales qui peuvent nous aider dans nos différents systèmes de santé. interpreters, La semaine we have a prochaine, section nous étudierons des exemples d'intégration et de services, prestations de services dans différents pays d'Afrique et nous allons déterminer le sujet du dernier webinaire à la suite des questions que vous poserez. Je vais donc vous présenter rapidement les intervenants et intervenantes. Plusieurs personnes extrêmement remarquables sont présentes avec nous aujourd'hui. Beth Tritter, qui est directrice de l'équipe d'intervention COVID-19 au Bureau de la Santé mondiale de l'USAID. Elle était auparavant directrice de l'initiative COVID-19 à l'USAID pour l'accès aux vaccins et leur distribution et également chargée de la communication au sein du groupe de travail COVID-19 de l'USAID. Alba Villageliu travaille à l'OMS depuis 5 ans. Elle est responsable technique du programme de vaccination élargie au siège de l'OMS, où elle est également point focal pour l'intégration de la vaccination contre la COVID-19. Auparavant, elle travaillait au sein de la riposte COVID-19 à Washington, à l'Organisation panaméricaine de la santé. Benjamin Schreiber est conseiller principal en matière de santé à l'UNICEF et adjoint au COVDP. Il a également été chef adjoint des programmes mondiaux de vaccination de l'UNICEF et spécialiste principal en matière de vaccination et superviseur pour l'UNICEF. Imran Mirzat est spécialiste de santé au siège de l'UNICEF, médecin et épidémiologiste. Il a plus de 18 ans d'expérience et il appuie les pays pour la mise en œuvre et l'exécution de programmes de vaccination nationaux et sous-nationaux. Il travaille actuellement à l'intégration de la vaccination anti-COVID-19 à d'autres programmes de vaccination. Comme vous pouvez le voir, euh, nos intervenants sont nombreux et extrêmement bien qualifiés pour traiter du sujet que nous abordons aujourd'hui. Vous pourrez leur poser des questions dans la boîte de dialogue. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Beth Tritter qui va nous parler du travail de l'USAID en matière d'intégration de la COVID-19. Et elle nous fera part des travaux réalisés par l'USAID avec l'UNICEF. Je voudrais remercier tous nos partenaires de Knowledge Success et je voudrais également rendre hommage à nos collègues de l'USAID qui sont nombreux et qui ont beaucoup œuvré pour l'intégration de la COVID-19.
Nous avons collaboré de façon extrêmement étroite entre serviteurs du bien public avec l'évolution de la COVID-19. La riposte mondiale s'est étendue. En premier lieu, nous avons décidé d'intégrer la COVID-19 dans les systèmes de santé des différents pays. Deuxième point, continuer, remettre en service les services de santé de routine. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la première de ces priorités et revenir un petit peu dans le temps. Lorsque les vaccins contre la COVID-19 ont été disponibles, il y a eu des campagnes de vaccination massive. Nous avons lancé Global Vax, qui était axé sur la vaccination contre la COVID-19 dans plus de 100 pays. Au début, les partenaires avaient annoncé cette campagne en décembre 2021. Le partenariat de vaccination contre la COVID-19 a été lancé ultérieurement pour mettre en œuvre les différents aspects de ces campagnes. Donc, l'OMS, bien sûr, faisait déjà partie de ce partenariat. Et donc, nous avons agi de concert de façon coordonnée entre toutes les organisations. Le SAGE de l'OMS a mis à jour sa stratégie mondiale de vaccination contre le virus alors que la pandémie se poursuivait. En 2023, l'OMS a mis au point des orientations pour les activités de vaccination, de prévention des maladies et autres pour l'horizon 2022 et au-delà. En mai 2023, il a été déclaré la fin de la pandémie et nous entrons donc dans une nouvelle phase pour passer de campagnes de masse, de vaccination de masse à une approche plus durable où des choix responsables sont pris et intégrés dans les systèmes de santé habituels. Donc, l'intégration, comme vu par l'USAID, cherche à aller au-delà de la vaccination pure et dure pour adopter une approche de test et de mise en œuvre. Donc, programme d'immunisation, soins de santé primaires et autres services de soins concernés. Ceci pour permettre la durabilité, renforcer la demande et continuer à maintenir une couverture suffisante. Nous sommes totalement en ligne avec les principes directeurs de l'intégration, à savoir fonds propres, centrés sur les personnes, spécifiques au concept et optimisés. Nous savons tous que le diable se cache dans les détails et donc l'opérationnalisation de cette intégration restera difficile. Donc, comment faire? Nos orientations sur comment procéder pour obtenir l'intégration souhaitée. Nous sommes très contents de lancer ce webinaire sur l'intégration dans les soins de santé de la vaccination afin de voir comment nous pouvons procéder. Et un compendium de ressources est donc présenté, qui a été élaboré. Ce compendium de sous-activités illustratives pour l'intégration de la riposte à la COVID-19 peut aider les responsables de programmes à lancer et renforcer les processus d'intégration pour élaborer un plan d'intégration de la vaccination au COVID-19. Il fournit également un aperçu systématique de sous-activités.
Un élément important de la réponse d'urgence consistait à élargir l'accès à des soins et à des traitements de qualité associés pour les patients légèrement ou modérément affectés par la COVID-19. À ce stade, donc, les activités devraient privilégier l'intégration de thérapies et de diagnostics fondés sur des données probantes. Et donc, l'approche tester pour soigner nous semble importante pour garantir la pérennité des investissements. Ces mois derniers, COVDP œuvre sur la suite à donner à la distribution des vaccins. Et ceci doit se faire au niveau des pays. Le SAID s'est associé avec la COVDP et d'autres partenaires pour développer les outils de cartographie de l'intégration et des ressources connexes dont nous allons vous parler. Ces outils sont très utiles car ils visent à appuyer l'action en faveur de l'intégration à l'échelle nationale des pays et ils sont suffisamment souples pour s'adapter à la situation des pays. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et j'ai hâte d'écouter la conversation qui va suivre. J'espère que vous vous connecterez pour participer au prochain webinaire. Merci beaucoup, Beth. Votre passage en revue rapide des progrès que nous avons réalisés en si peu de temps était très bonne et je souhaite souligner la créativité et l'inventivité, l'innovation dont ont fait preuve les parties prenantes. Et donc, nous sommes en train de passer à l'étape suivante. Si vous avez des questions à poser à Beth, veuillez les poser dans la boîte de dialogue. Alba va maintenant vous présenter le programme de soutien que l'OMS et l'UNICEF ont mis en place pour favoriser l'intégration des activités de vaccination dans les services de vaccination de routine et de soins de santé primaires. C'est à vous, Alba. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler de ce sujet important et de son intégration dans les soins de santé de routine. Et je remercie toutes les parties prenantes d'avoir travaillé dans ce domaine. Je vais couvrir 3 points principaux. Importance de la vaccination contre la COVID, les ressources techniques nécessaires pour soutenir l'intégration de la vaccination contre le COVID-19, les avantages de l'intégration de la vaccination dans les soins de santé primaires. Les efforts de vaccination contre la COVID-19 ne cessent pas avec la réduction des préoccupations. Le virus continue à circuler, certains groupes demeurent à plus haut niveau de risque de maladies graves et de mortalité. Il s'agit de 4 grands groupes. Selon les données que nous avons, les personnes de 60 ans et plus représentent plus de 80% de l'ensemble de la mortalité attribuable à la COVID-19. Les adultes ayant des facteurs de comorbidité, y compris une obésité, les enfants en situation de vulnérabilité et les personnes dont l'immunité est compromise sont également à risque. Nous avons dû donc tirer les enseignements et les résultats que nous avons indiquent que les opérations qui ont été mises en place, y compris les mesures, permettent de faire face aux risques, en particulier ceux qui sont liés à la naissance des enfants de faible poids ou des problèmes à l'accouchement. Pour ces groupes à haut risque et pour les travailleurs de la santé, ceux qui sont en première ligne, le risque est beaucoup plus élevé. La grande recommandation dit bien en mars 2023 et dans le contexte de ce qui a été distribué, que les vaccinations régulières et les rappels sont essentiels pour déterminer l'écart idéal entre les doses qui est établi à 12 mois.
de 50 à 60 ans, enfin les personnes de 50 à 60 ans, les personnes ayant des facteurs de comorbidité, les facteurs de santé. Les plus âgés devraient voir leur dose espacée de 6 mois selon les moyens du pays, les budgets. Ceux qui sont dans des situations plus vulnérables. Et pour ce qui est des femmes enceintes, si elles ont reçu leur dernier vaccin à 6 mois avant leur grossesse, il faut leur proposer une nouvelle dose. Et j'aimerais rappeler que l'OMS autorise les vaccins contre la COVID et on recommande l'administration continue après la fin de l'urgence, puisqu'il protège contre un haut taux de mortalité et des maladies plus graves. Diapositive suivante. Les campagnes de vaccination contre la COVID ont été la plus grande campagne de l'histoire. Plus de 13 millions de doses ont été administrées. Si l'on compare cela aux autres vaccins disponibles depuis 1980, le vaccin de la COVID est celui qui a vraiment été intensifié, été lancé dans le plus grand nombre de pays dans les plus brefs délais. Et ceci grâce à la campagne de masse qui a permis de toucher un grand nombre de personnes en des délais très brefs. Ceci dit, parce qu'il y a un ceci dit, la campagne a eu un impact sur le budget et les ressources des services de santé, en particulier pour la prestation d'autres services, d'autres soins de santé fondamentaux. Les vaccins sont plus de… Cependant, les efforts pour soigner les personnes touchées du COVID coûtent beaucoup plus que de vacciner quelqu'un. Il est donc important de continuer à vacciner les gens. Nous travaillons avec nos collègues pour essayer de déterminer les scénarios optimaux et ce qui pourraient être les coûts d'administration des vaccins de différentes manières. Et qu'entendons-nous par intégration? Nous savons que l'intégration a un contexte et un sens différent et des approches différentes. Les définitions ont déjà été présentées par Beth, donc il s'agit d'une adoption intégrale ou partielle et son intégration dans les services de santé primaire, de même que d'autres soins de santé primaire. Pour ce faire, il faut prendre en considération les différents éléments qui composent les services de santé. Par rapport à d'autres interventions, il faut voir comment nous pouvons collaborer avec d'autres interventions de santé qui peuvent être utilisées afin d'intégrer les interventions dans le système. Il faut un engagement des communautés au niveau de la prestation de services, nous en parlerons tout à l'heure. Le système d'information de santé, dans le cas de la COVID, avec les registres électroniques, par exemple, ont permis de faire progresser les services d'administration et de suivi des vaccinations. Il y a des financements disponibles. Le Gavi, l'Alliance pour le vaccin, a indiqué qu'ils allaient fournir des financements pour 2024 et 2025. L'objectif principal qui fait partie du financement du Gavi, c'est le premier, à savoir une maximisation de l'impact sur la santé en continuant d'appuyer l'administration des vaccins de COVID-19 pour les groupes d'utilisateurs de haute priorité, selon la feuille de route SAGE, mars 2023. Et bien sûr, il s'agit avant tout des 5 grands groupes, dont les travailleurs de santé, les personnes à comorbidité, les personnes plus vulnérables. Le deuxième objectif est de continuer le renforcement et l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les systèmes de santé et dans les vaccinations de routine, les services de santé primaire et les autres services de santé, en se concentrant sur la formation, l'administration. 91 pays
sont prévus pour avoir un soutien en 2024 et 2025. Et ici, on voit une différence sur la diapositive entre les Gavi 54, les 54 pays qui sont éligibles pour une acquisition intégrale de la vaccination. Donc, 100% du coût de la vaccination est fourni sans obligation de cofinancement et ils sont éligibles pour une administration par le biais des ressources de soutien de l'administration des vaccins, CDS, pour les AMC 37, c'est-à-dire les pays qui auparavant pouvaient bénéficier du Gavi ou qui ne l'ont jamais pu et qui vont recevoir un soutien COVAX, peuvent bénéficier de 50% de soutien et d'une éligibilité au soutien de l'administration par le biais des ressources CDS pour 2024 et 2025. Je passe maintenant aux ressources techniques qui sont disponibles à l'appui de cette intégration. La grande question que nous continuons à entendre, et c'est celle qui a sans doute été le plus souvent répétée, c'est comment intégrer, comment procéder. C'est très difficile. Il y a des mesures de soutien pour les pays qui se composent de différents matériaux fondés sur les directives. La directive mentionnée tout à l'heure par Beth, notamment. Ce sont les directives de l'UNICEF. La première étape consiste à initier ou renforcer l'intégration. Deuxièmement, il y a 3 grandes mesures qui sont proposées. Benjamin et Imran, mes collègues de l'UNICEF, vont en parler, mais ces 3 phases sont avant tout un engagement avec les parties prenantes éventuelles. C'est une approche multisectorielle et multipartite. Deuxième phase, envisager les ressources de financement, les opportunités de financement au niveau le Gavi est une option pour la planification de l'intégration et de la mise en œuvre. Et le troisième élément, c'est une auto-évaluation pour voir où l'on se situe en tant que pays pour l'intégration. Pour ce faire, il faut voir ce qui est disponible sur la diapositive. Vous voyez un outil de cartographie d'intégration. Il y a aussi une liste de pointages pour vérifier la préparation. Ensuite, des documents de soutien à la mise en œuvre. Un grand nombre de pays, plus de 40, ont besoin de soutien. Donc, les différents éléments déterminent combien de pays de manière planifiée ou mise en œuvre, ont mis en œuvre l'intégration de la vaccination contre la COVID dans leur système de santé. Ensuite, je me concentre maintenant sur la partie la plus pointue de cette évaluation qui consiste à vérifier le degré de préparation et l'intégration de l'outil de cartographie de l'intégration à différentes étapes. Le premier, c'est cette liste de préparation. Et la deuxième, c'est l'outil de cartographie de l'intégration. On peut déterminer quels sont les principaux objectifs ici. Les principaux utilisateurs sont les points de concentration, les points de contact techniques dans tous les départements de santé, pas simplement au niveau de la médecine. On a une liste d'interventions qui permet d'élaborer un plan d'intégration plus détaillé. Aujourd'hui, il a été utilisé par plus de 100 pays. Il n'est pas nécessaire d'avoir un soutien pour le mettre en œuvre. Cela peut se faire au niveau national, régional, local. Il y a aussi un autre outil que l'on appelle l'outil de cartographie d'intégration qui est de plus haut niveau et qui fournit l'opportunité d'une analyse de situation et de soutien fourni par l'État pour les parties prenantes de plus haut niveau. En termes de résultats, ceci fournit une carte qui présente graphiquement où il y a besoin de davantage d'efforts. Aujourd'hui, avec un pilote couronné de succès dans un pays et d'autres pays ayant exprimé leur soutien, ceci est encourageant. Tout ceci est disponible. Ces 2 outils sont disponibles en ligne et ils seront distribués. Donc, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de cliquer. J'ai parlé de l'étape numéro 1. Je parle de l'étape numéro 1 qui est la planification et l'élaboration d'un plan d'intégration national.
En 2022, nous avons élaboré des directives, nous parlions de plans, mais au vu de l'expérience des pays, le plan peut être une feuille de route, peut être un document. Les pays procèdent peu à peu à l'intégration, même s'ils n'ont pas un plan clairement détaillé. Il est nécessaire toutefois de prendre un certain nombre de mesures, dont celles que j'indique ici. La première, il est nécessaire pour le groupe consultatif technique vaccination régional et national de mettre à jour les recommandations de vaccination contre la COVID-19 sur la base des directives de l'UNICEF que j'ai indiquées en début de mon exposé. Il faut aussi la possibilité d'identifier les autres interventions de santé qui peuvent être fournies en particulier aux groupes à risque élevé qui sont surtout des adultes. Donc, ceci est une chaîne qui va de la vaccination des enfants à la vaccination de groupes à haut risque. Je vais donner l'exemple du Panama ici, où depuis le début de la vaccination contre la COVID, ils ont décidé que dans la mesure où ceci était recommandé au même groupe que ceux qui devaient recevoir d'autres vaccinations, on a décidé de les fournir en même temps dans un bras puis dans l'autre, ce qui permettait d'assurer une vaccination plus complète. Le moment est également choisi pour déterminer quelles sont les modalités de vaccination qui doivent être utilisées en s'écartant de la vaccination, des campagnes de vaccination de masse pour passer à des campagnes de vaccination fondées sur les services de santé et les installations. Donc, où vont les gens? Cela peut être par le biais de services de maladies contagieuses, les cliniques, les dispensaires s'occupant de la tuberculose et du VIH. Entre autres, dans le cas de la Tanzanie, il y a un partenariat avec le programme contre le VIH pour la vaccination des adultes qui vivent avec le VIH-Sida afin que les médecins fournissent des vaccinations contre d'autres maladies chroniques. Autre point, envisager les autres investissements nécessaires pour permettre d'intégrer les différents systèmes, les différentes modalités, formation des travailleurs de santé, mise à jour des directives nationales, système d'information, ce qui concerne les femmes enceintes, l'intégration d'un système de vaccination contre la COVID dans le plan national, etc. Plus important, quels sont les avantages? Nous cherchons à connaître les avantages de l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les systèmes de santé primaires. Quels sont les avantages donc? Intégrer la vaccination anti-COVID-19 à d'autres services permet d'adopter une approche plus centrée sur la personne. Et il a été publié récemment et le document que vous voyez sur la gauche préconise de vacciner les adultes contre la COVID. Et nous avons là un tableau qui permet de savoir où la vaccination anti-COVID peut être fournie et à quel coût. Donc, vous avez à gauche les établissements de soins habituels, des établissements de soins de longue durée et d'autres types d'établissements, ce qui permet de voir les différentes possibilités. Les coûts seront plus faibles s'ils font partie du budget des soins de santé général. Cela pourrait coûter plus cher, bien sûr, s'il s'agit d'une campagne de masse, parce qu'il faudra recruter davantage d'agents de santé pour participer à ces programmes de masse. En ce qui concerne les possibilités d'intégration, nous savons que si ces services sont fournis au niveau des établissements de soins, cela se fait déjà et donc on peut fournir toute une palette de vaccins différents aux adultes, voire même d'autres interventions de santé telles que des dépistages de différents problèmes et
par la suite, ceci permettrait d'améliorer la prestation des soins de santé, la qualité de la prestation des soins de santé dans leur ensemble. Le vaccin de anti-Covid-19 doit être une approche de l'immunisation tout au long de la vie des personnes, ainsi que pour les autres vaccins. Donc, nous avons là chaque étape de la vie de la personne et dans les encadrés en blanc, vous pouvez voir les recommandations spécifiques à ces groupes d'âge. Donc, toute population, quelle qu'elle soit, et dans l'autre, cas spéciaux, caractéristiques spéciales. Mais je souhaite souligner que lorsque c'est écrit en rouge, COVID, en rouge, il est spécifié que c'est pour les hommes et les femmes, ainsi que les nouveau-nés, lorsque ceux-ci ont des comorbidités, et même chose pour les adultes porteurs de comorbidités. Donc, ceci doit permettre d'intégrer de nouveaux vaccins qui seront mis à disposition. Il y aura également des vaccins contre les streptocoques du groupe B, car il y a l'absence de ces vaccins peuvent causer la pneumonie. Et pour les adultes, un des vaccins est également le vaccin de prochaine génération contre la tuberculose. Donc, l'intérêt est d'avoir des plateformes de vaccination qui permettent d'administrer les vaccins qui conviennent à chaque groupe d'âge. Et donc, la mise en place de plateformes de prestations, de vaccination pour les adultes permet de renforcer la capacité de préparation et de réaction au niveau national. Donc, lorsque les pays ont des programmes de lutte contre la grippe, par exemple, ces pays-là ont atteint une couverture maximale anti-Covid et pas. Donc, ce que montre ce graphique, c'est qu'en 12 mois après l'introduction du vaccin contre la COVID, les pays qui avaient déjà des programmes de vaccination contre la grippe ont atteint presque 50% de vaccination contre la COVID-19, tandis que ceux qui n'en avaient pas n'ont atteint que 22%. Ceci est là, je vais vous parler des messages les plus importants dans ma dernière diapo. Le vaccin de COVID-19 a été le premier vaccin administré systématiquement à 5,5 milliards d'adultes. Et donc, l'idée ici est d'administrer les vaccins tout au long de la durée de vie, du cycle de vie des personnes. Et essayer de s'éloigner des campagnes de vaccination de masse semble très important. Il faut changer les mobilités pour ce faire et mettre en place d'autres programmes plus pertinents, comme par exemple pour les maladies non transmissibles, le VIH, la tuberculose, les soins prénatals. Il faut également mettre en place ces plateformes de vaccination pour adultes afin de renforcer les soins de santé primaires et de mieux protéger l'ensemble de la population de cette façon. L'OMS et l'UNICEF demeurent engagés à aider les pays à intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les programmes de vaccination tout au long du cycle de vie. Merci. Beaucoup d'informations. Merci. Nous avons également mis des liens vers tout un ensemble d'informations, vers les sites dont vous avez parlé. Alors que nous réunissons des questions, nous voudrions avoir votre avis. Nous allons voir 4 questions. Nous allons vous poser 4 questions pour savoir ce que vous faites en matière d'intégration et où vous en êtes. Donc, répondez. Ces sondages sont là.
Donc, le premier sondage dit comment les pays réussissent-ils à intégrer le vaccin anti-Covid dans les services habituels et quelles stratégies sont efficaces pour veiller à à votre connaissance, votre pays a-t-il défini les prochaines étapes pour intégrer la vaccination contre la COVID-19? Great, thanks so much for the responses, and you can continue to respond. Merci pour vos réponses. Vous pouvez continuer à répondre. Il semblerait que la moitié des participants ne savent pas si leur pays utilise l'auto-évaluation, donc la liste de contrôle et ou l'outil de cartographie. Environ 30% l'ont utilisé, ce qui va nous être très utile et nous allons pouvoir travailler sur ce sujet. Deuxième question, à savoir si votre pays a défini les prochaines étapes de l'intégration de la vaccination contre le Covid. Environ 60% parmi vous avaient répondu oui, que vous avez défini des prochaines étapes pour intégrer la vaccination contre le virus COVID-19. Et peut-être qu'après le webinaire d'aujourd'hui, vous aurez d'autres idées. Je pense que nous allons mettre un terme à ce sondage et passer à des questions. Je vais commencer par une question que j'ai et que d'autres parmi vous pourraient avoir. Benjamin et Enron pourront également y répondre plus tard, ou Alba. Est-ce que les intervenants pourraient parler des pays qui, se trouvant à différentes étapes, participent à cette discussion sur l'intégration. Nous savons tous qu'il ne faut pas tout faire d'un coup, qu'il ne faut pas nécessairement intégrer à 100%. Donc, essayez de voir les différentes possibilités, les différentes étapes pour que chaque personne ici présente puisse voir où en est son pays. Bien sûr, nous parlons de l'intégration, non pas pour parler d'une intégration à 100%. On peut commencer par les groupes à plus haut risque. On peut même sélectionner parmi ces groupes à plus haut risque par lesquels on souhaite commencer. Comment est-ce que nous allons faire pour leur permettre, par exemple, les femmes enceintes? Nous savons qu'elles vont bénéficier de groupes de services anténataux. Donc, il est possible de nouer le dialogue avec elles immédiatement pour voir comment on peut offrir dans le cadre de ce suivi de la grossesse le vaccin contre la COVID-19. Ça, c'est un point de départ. Pour des pays plus avancés, ceux par exemple qui ont déjà des programmes de vaccination anti-grippaux depuis des années, il suffira peut-être pour eux d'ajouter le vaccin contre la COVID-19 avec la campagne de vaccination contre la grippe. Les pays latino-américains, par exemple, peuvent déjà le faire. Ensuite, voir comment la vaccination contre la COVID peut être intégrée au régime de vaccination général de chaque personne. On peut réfléchir de façon large et il y a plusieurs façons d'envisager cette intégration et les directives, les lignes directrices que nous présentons vous permettent également de trouver des idées. Rapidement, je voudrais
en ajouter un peu sur ce que dit Alba. C'est vrai, tout dépend du contexte. Il n'y a pas une seule réponse possible, ni d'attente particulière, à savoir vous devez atteindre un taux d'intégration de X au bout de X temps. Non, il faut savoir quels sont les points forts et les points faibles de chaque pays. C'est un effort multisectoriel, tout comme les soins de santé primaires. Je pense que l'un des principes les plus importants de l'intégration de la vaccination anti-Covid consiste à voir quels sont les autres secteurs de santé, les autres services, quels sont les services que vous pouvez utiliser pour intégrer la vaccination contre la COVID. Il peut s'agir des services fournis aux personnes âgées, par exemple. Tout ne doit pas reposer sur les services de vaccination nécessairement. C'est vrai que ce qu'il s'est passé en matière de COVID a été très lourd, a alourdi le fardeau des systèmes de santé. Donc, on peut envisager de nouer le dialogue avec d'autres services, pas nécessairement de soins de santé. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Et je vois que Imran avait également un commentaire à faire. Merci, Beth. Je pense que vous avez toutes deux déjà abordé ce que je voulais dire. Nous avons de grandes occasions actuellement de voir quels sont les domaines dans lesquels nous avons acquis une grande agilité en matière de fourniture de services à la population. Ce qu'on remarque dans les pays est que la plupart des programmes de vaccination sont axés sur les enfants. Quand on parle de vaccins anti-Covid, il faut voir la population adulte. Donc, ça, c'est une question que nous avons posée au ministère et au gouvernement. Si une personne de 70 ans vient au centre de santé, par exemple, pour faire un examen de routine, peut-être que le système de santé pourrait intégrer dans le cadre de cet examen de routine si le fait de noter si cette personne a reçu le vaccin anti-Covid. Par exemple, pour les femmes enceintes, les femmes enceintes viennent faire les visites de suivi de grossesse, mais il y a il y a aussi des vaccins qui doivent être fournis aux femmes enceintes. Et donc, les pays qui fournissent ces vaccins aux femmes enceintes sont en mesure de fournir également un service pour immuniser les femmes contre la COVID-19. Donc, il ne faut pas seulement procéder à des changements dans les stratégies de vaccination, mais également savoir quels sont les changements qu'il faut effectuer au sein des systèmes de santé. Il y a d'autres questions qui nous arrivent, qui trouveront des réponses dans la présentation suivante, sauf peut-être une question, à savoir, est-ce que les pays qui font des vaccinations de routine ou pas pourront bénéficier des dispositifs financiers qui existent actuellement? Je dirais que cela dépend du pays et de la solidité de son service de vaccination de routine. Je dirais que le réseau mondial de NITAG permet de fournir des services de vaccination, mais également des informations qui peuvent éclairer les discussions qui ont lieu au niveau des pays.
savoir à quelle fréquence il faut cibler certaines populations. Donc, il y a des informations qui peuvent être fournies au niveau des bureaux de région. Nous avons des bureaux de pays qui peuvent appuyer le NITAG le cas échéant. Et donc, il faut également les appuyer pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Mais si vous avez des questions spécifiques, posez-nous-les et nous essaierons de voir qui est le mieux placé pour appuyer votre pays dans la prise de décision. Merci, Alba. Pour gagner du temps, nous allons continuer, mais je suggère à tous les intervenants de regarder toutes les questions qui figurent dans la fenêtre de chat et si vous pouvez y répondre directement, ce serait encore mieux pour qu'on ait encore plus de temps pour les questions-réponses à la fin. Je vais maintenant donner la parole à Benjamin Schreider et Imran Mirza de l'UNICEF qui vont nous faire part de certains exemples nationaux d'intégration et certaines des questions dont on entend beaucoup parler, le cadre conceptuel contre les applications concrètes et les exemples. Benjamin, à vous. Je vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de cette excellente participation. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Avant de commencer avec la première diapositive, quelques observations. L'intégration, c'est facile sur un PowerPoint, sur une diapositive de PowerPoint. Ceci dit, ce n'est pas aussi facile quand on est sur le terrain et qu'il faut assurer la mise en œuvre. Le programme pays est un programme remarquable qui a des capacités de logistique par la chaîne du froid qui permet de transmettre le vaccin dans bien des zones du pays. Mais comme Alba l'a dit tout à l'heure, pour l'intégration, il faut remettre ces vaccins entre les mains du personnel infirmier qui a différents points de contact, pas forcément se concentrer uniquement sur les enfants, car le personnel infirmier peut traiter les personnes qui sont immunocompromises. Donc, cette idée de sortir les vaccins de la chaîne du froid pour les remettre entre les mains des personnes qui en ont le plus besoin, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Pour le moment, nous avons une excellente opportunité. L'expérience remarquable d'un pays à l'autre, et j'espère que nous pourrons en parler. Il y a des éléments politiques, bien sûr, qui entrent en jeu. Le vaccin contre la COVID-19 doit être intégré. On ne peut pas s'en remettre aux campagnes. Il faut qu'il fasse partie des plans de traitement et de soins médicaux. L'opportunité existe aujourd'hui parce que le Gavi fournit des financements. Avant, nous avons parlé d'intégration, mais on n'avait pas forcément de financement et ça, c'est important. J'aimerais souligner quelques points importants que nous avons tirés de notre collaboration avec une équipe remarquable en Côte d'Ivoire. Et puis, je résumerai quelques points essentiels de ces missions nationales. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de diapositives, je n'en ai que 3. Mais il y a quand même quelques messages clés qui me semblent importants de transmettre. Il est très important de bien comprendre que lorsque l'on travaille au niveau du pays, il faut avoir l'équipe idoine dans la pièce avec soi pour parler de l'intégration. C'est plus difficile que les engagements. C'est plus difficile que de simplement regarder les directives et voir les modalités de mise en œuvre. Donc, ces enseignements de la Côte d'Ivoire ont été particulièrement importants. Le ministère de la Santé a organisé une réunion à haut niveau pour lancer ce travail et s'assurer que l'ensemble des parties prenantes qui travaillent sur la vaccination, les soins de santé primaires, la nutrition, etc., soient présents. Ils étaient dans la pièce et ils ont appuyé cette intégration. Ça, c'était vraiment crucial. Deuxièmement, il nous fallait ce soutien politique à haut niveau. Il est essentiel. Le pays en soi ne peut pas
s'intégrer tout seul. Il faut que les autres programmes soient là pour travailler ensemble. C'est pourquoi il est important d'avoir cet engagement de haut niveau afin que les différents programmes de santé avec lesquels on peut s'intégrer soient représentés dans la pièce, ce qui veut dire qu'ils font un soutien politique de haut niveau. Nous avions le ministère de la Santé, le cabinet, les décideurs de haut niveau, tout cela, c'est très important. Troisième élément, troisième enseignement tiré, c'est d'avoir ces débats guidés, dirigés. Parler de ce que veut dire l'intégration au sens concret. Qu'est-ce que cela veut dire pour les séries de données et les systèmes de collecte de données dans les pays concernés? Parce que chaque pays a quelque chose de différent. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour les pays, pour les différentes parties prenantes, pour les différents personnels infirmiers qui administrent la vaccination? Comment mobiliser la communauté de manière exhaustive? Il est donc essentiel d'avoir ces discussions dirigées, rassemblant différents groupes, présentant différentes perspectives pour que les collègues des différents pays comprennent de manière fondamentale le contexte, le concept et voir comment définir ce que j'appellerais une feuille de route de la mise en œuvre. Voilà les trois grands enseignements que nous avons tirés. Je rentre dans davantage de détails dans la diapositive suivante. La représentation est importante, je l'ai dit. Il faut quelqu'un du gouvernement, un haut responsable qui soit là, mais il faut que d'autres participants participent. Il faut le pays, certes, mais il faut aussi le système, le Centre national de contrôle des maladies, les services de santé primaire, le programme contre le paludisme, contre la tuberculose, contre les maladies non contagieuses, et j'en passe. Donc, chaque pays a ses propres programmes. Certains pays ont également un groupe de travail spécifique concernant la COVID-19, donc tout ceci peut se combiner et de la sorte, un grand nombre de programmes ont participé. Il y a aussi les représentants non gouvernementaux, les parties prenantes non nationales, l'OMS, l'UNICEF, la gestion de la chaîne d'approvisionnement du Gavi, au niveau des responsables de la vaccination de l'OMS et de l'UNICEF, les programmes autres que la vaccination de l'OMS et de l'UNICEF qui inclut, entre autres, les soins de santé primaire, la paludisme, la tuberculose, les maladies non contagieuses, le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmises, la santé maternelle et la santé des nouveau-nés, les urgences de santé et les urgences humanitaires, les groupes de bailleurs de fonds pertinents dans le pays. Tout ceci est très important. Nous avons procédé à des missions sur le terrain dans chaque pays. Voilà comment nous les avons présentés. Comme l'a dit Alba, nous avons pris le temps de présenter le montage ou les mesures de soutien à l'intégration fondées sur les considérations de l'OMS et de l'UNICEF pour l'intégration de la vaccination contre la COVID-19, quels sont les plans déjà en place, qui y travaillent, etc. Et puis, nous avons organisé des discussions ciblées sur 3 jours, 15 heures, sur 2-3 jours. Donc, si vous voyez la diapositive suivante, vous allez voir le programme de ces discussions qui ont été bien sûr adaptés au contexte du pays. Il fallait un lancement au haut niveau, comme cela a été le cas ici avec le ministère de la Santé, qui indique le soutien politique à toutes les parties prenantes politiques avant que l'on se lance dans la discussion technique et concrète. Donc, on décrit les mesures qui sont recommandées, quels sont les moyens pour le contexte du pays. Et puis, nous avons présenté les différents outils d'intégration, les instruments qui sont disponibles. Le pays peut choisir tant que la discussion a lieu sur ce que cela veut dire. Donc, nous sommes tout à fait ouverts tant qu'il y a une bonne discussion sur ce qui a besoin d'être fait et ce que cela veut dire pour lancer un programme de mise en application et élaborer des solutions claires, des plans de mise en œuvre clairs.
et revenir vers le ministère de la Santé pour une restitution des résultats fondamentaux et indiquer le travail accompli. Donc, on maintient ainsi le soutien politique. C'est important. Et j'en reviens à la discussion précédente, l'intégration n'est pas quelque chose qui se fait une fois en vase clos. C'est un travail continu. L'intégration commence avec un programme, puis après peut-être avec un autre programme. Dans certains pays, on est à différentes étapes. Nous travaillons beaucoup plus sur certains points que sur d'autres. C'est un travail complexe qui prend du temps. Dans certains pays, il est absolument essentiel de faire un travail au niveau technique. Il faut aussi tirer parti des programmes très solides qui existent déjà dans le pays, car ils peuvent beaucoup faire pour nous appuyer. Si un pays demande une assistance technique, bien sûr qu'on va lui fournir, mais il faut aussi se servir de ce qui existe déjà sur place. Diapositive suivante. Voilà ce que je voulais dire. Je passe maintenant la parole à mon collègue Imran. Merci, Benjamin. Eh bien, je vais vous présenter ce que nous avons pu voir dans les différents pays. Comme nous l'avons dit, le travail d'intégration a démarré. Les approches peuvent être différentes. Les pays savent que les choses changent, évoluent. Nous avons vu qu'il y avait des évolutions positives au niveau des activités de mise en œuvre. Diapositive suivante. Nous avons procédé à la mise en œuvre de ces outils de cartographie au niveau des différents niveaux. Il y a des pays qui ont un système d'intégration limité au niveau de la COVID-19. Dans d'autres, il y a beaucoup plus d'informations au niveau des systèmes de santé pour la vaccination contre la COVID. Ils ont mis au point, par exemple, des systèmes de suivi que les gens ont pu suivre pour voir ce qui a pu être développé. Donc, on intègre ce qui a été développé pour le vaccin contre la COVID-19 de manière spécifique pour l'intégrer à d'autres programmes pour choisir la même approche pour suivre les enfants, par exemple, une fois qu'ils ont été vaccinés. Voici comment on crée ces services, comment on les développe. Dans certains pays, on s'est aperçu qu'il y avait eu des contraintes de capacité au niveau des services de santé. Les gens doivent faire partie de la réponse à la COVID. Il faut que tout le monde se sente partie prenante aux services de santé pour agir. Différents pays procèdent donc différemment au niveau de leurs différents systèmes de santé. Nous observons des améliorations par rapport à ce qui a été fait et nous voyons ce qui reste encore à faire pour cette intégration. Diapositive suivante. Les trois principales observations que nous avons effectuées au niveau des missions de soutien dans le pays. La première se concentre sur l'intégration dans le pays. Certains pays continue à se concentrer sur le pays lorsqu'il parle d'intégration sans considérer d'autres programmes. Comme l'ont dit Benjamin et Alba, l'intégration, ça doit aller au-delà du programme de vaccination contre la COVID-19. Il faut donc comprendre l'importance de prendre en considération des programmes qui ne sont pas des programmes d'immunisation lorsque l'on parle de l'intégration du programme de vaccination contre la COVID-19. C'est ainsi que nous pouvons intégrer les groupes et s'appliquer aux différents programmes du pays afin que cela touche par exemple le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida. Pour ce qui est d'une mise à jour de la population cible, comme je l'ai dit, certains pays ont des populations ciblées en fonction des directives SAGE et d'autres populations prioritaires qui ne correspondent pas forcément aux dernières recommandations du SAGE, en particulier les enfants et les adultes en bonne santé. En particulier, il s'agit des personnes dans les zones rurales. Cela indique, grâce à ces études, on peut déterminer le nombre de personnes âgées ou comment on peut les contacter. Également, une notation basée sur l'ensemble des systèmes.
des scores. Certains pays, c'est une occasion pour des pays de voir quelles sont leurs difficultés et d'envisager de voir comment ils peuvent surmonter ces blocages. Ils ne pourront pas tout faire en une fois, mais il y a des choses qu'ils peuvent faire à court terme dès à présent et d'autres qu'ils peuvent prévoir à plus long terme. À la fin du mois de mai, dans le cadre du partenariat, de la fin du partenariat concernant la lutte contre la COVID, nous avons effectué un bilan à Addis Abeba où plus de 30 pays ont participé, ont partagé les résultats de leur auto-évaluation et les enseignements qu'ils avaient tirés et nous ont expliqué où ils en étaient dans l'intégration. Donc, ils ont utilisé la liste de contrôle dont a parlé Alba et ils ont expliqué ce qu'ils faisaient à l'heure actuelle. Donc, il y a des pays qui travaillent encore sur cette liste et sont également en train d'effectuer une intégration sur des intégrations qui peuvent être faites immédiatement, des intégrations opportunistes donc. Il y a très peu de pays qui travaillent de façon stratégique avec d'autres programmes, notamment par exemple le VIH. On n'en est pas encore là, mais c'est en train d'être mis en œuvre. Donc, principalement, il s'agit d'activités d'intégration opportunistes et sur le court terme. 4 ou 5 pays d'Afrique de l'Est ont mis en place des plans et discutent de l'intégration pour les mois à venir. Donc, nous cherchons à communiquer ce message. L'intégration de la lutte contre la COVID n'est pas une activité ponctuelle. C'est quelque chose qui doit se produire dans l'ensemble de l'organisation. Comme pour toute pandémie, si une autre pandémie survient, il sera plus facile d'atteindre les populations avec le travail d'intégration qui aura déjà été fait. On pourra utiliser la plateforme afin d'atteindre des populations qui n'ont peut-être pas été touchées par le PEV. Donc, il faut également intégrer les autres services de santé sur cette plateforme, à cette plateforme, pardon. Les bureaux régionaux de l'OMS et autres suivent l'état d'avancement des activités d'intégration dans le PEV, les soins de santé primaires de routine. Donc, ceci a été fait. Environ 6 pays ont élaboré un plan d'intégration. Les autres sont en train d'élaborer le plan. 17 pays n'ont pas encore commencé. Certains pays sont encore en train de savoir comment ils vont intégrer cette dimension. Next slide, please. As was mentioned, that the Comme cela a déjà été dit, il y a des financements qui sont disponibles. Donc, beaucoup de pays ont fait état d'impacts positifs sur le renforcement de leur système de santé ou, par exemple, une infrastructure de la chaîne du froid qui a été représentée pour 53% des pays, la numérisation des données de santé, des plateformes de livraison associées à la COVID-19 et vaccination de routine pour 44% de pays. Le Kenya et la Tanzanie sont en train de le faire et d'autres pays comme le Sierra Leone
ont également commencé à intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les établissements scolaires, dans le programme de vaccination scolaire. Ensuite, pour ce qui est de la capacité de la chaîne d'approvisionnement, le Nicaragua a accru sa capacité de stockage de vaccins, donc il y a plus de vaccins disponibles. Donc, les pays peuvent améliorer d'autres domaines d'autres domaines de la santé en utilisant les ressources financières mises à disposition. Pendant notre atelier, nous avons constaté qu'il y avait des défis à relever pour les pays et le défi principal, ce qui a déjà été abordé, est que l'urgence de santé publique est terminée et donc la perception des pays est qu'on a moins besoin de s'attacher à la lutte contre la COVID-19. Mais il faut que les pays comprennent que si l'urgence est terminée, les besoins de vaccination contre la COVID demeurent, surtout en ce qui concerne certains groupes à risque, les personnes âgées, les femmes enceintes. Et donc, il est nécessaire que le plan de vaccination prévoie la vaccination initiale ainsi que des rappels et donc que le système de santé puisse répondre à la demande. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons remarqué que tandis que des efforts d'intégration qui saisissent des opportunités avec des campagnes intégrées, par exemple, sont mises en œuvre, il y a peu de pays qui ont une approche stratégique à cette intégration. Il est encore nécessaire d'effectuer des efforts pour plaider et en faveur du concept que l'intégration dépasse la prestation de services. Il faut renforcer la vaccination, les systèmes de santé primaire et développer des plateformes de vaccination pour les adultes tout au long du cycle de vie à l'aide d'un système communautaire. Et donc, de cette façon, il sera avec d'autres services, on pourra atteindre des populations difficiles à atteindre. Enfin, il faut collaborer et se coordonner avec des parties prenantes en matière de soins de santé primaires, y compris par exemple le VIH, le paludisme, les maladies non transmissibles. Et donc, nous recommandons que les pays commencent à réfléchir lorsqu'ils prennent des décisions à amener la dimension COVID-19 dans d'autres domaines que le domaine de la vaccination, d'autres domaines de la santé. Donc, non seulement le programme de vaccination élargi, mais également d'autres programmes de santé. Je pense que c'était là ma dernière diapo. Il y avait une question qui demandait quel type d'appui était disponible. Donc, il y a un ensemble de mesures d'appui de l'OMS UNICEF. Il y a également une assistance technique qui est à disposition pour aider les pays dans leur démarche. Si un pays a besoin d'une assistance technique particulière, d'autres partenaires peuvent être contactés pour fournir une assistance technique. Comme l'ont déjà dit Alba et Benjamin, il y a un financement disponible de la part du Gavi pour les 2 années à venir. Et il y a également un financement CDS 3 qui peut être utilisé ainsi que issu d'autres bailleurs de fonds.
Donc, d'autres financements sont disponibles auprès de la Banque mondiale, d'autres bailleurs de fonds. Ces fonds peuvent être utilisés pour effectuer l'intégration. Je pense que j'avais terminé. C'est à vous, Erika. Merci beaucoup, Dr Mirza. Il y a une conversation très dynamique qui a lieu. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout aborder, mais je souhaitais dire qu'il s'agit d'une série de 3 webinaires. Il y en aura un deuxième la semaine prochaine et vos questions nous permettront de définir ce que nous aborderons lors du 3e webinaire. Si vos préoccupations ne sont pas abordées aujourd'hui, il y a une question pour le docteur Mirza qui pose plusieurs personnes. L'intégration de la vaccination habituelle et de la vaccination anti-Covid, parfois il semble plus facile de séparer, de viser, de cibler des groupes séparément, enfants ou personnes âgées. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner dans ce domaine? Quelques pays, peu de pays ont effectué une campagne de vaccination contre la COVID avec d'autres campagnes de vaccination. Et il semblerait que ce ne soit pas possible dans la durée. D'autres vaccins avaient été intégrés. Une fois que ces vaccins ont été administrés aux enfants, d'autres vaccins ont été fournis dans le même temps à la population adulte. Ce qui a été fait est que les agents de santé communautaire ont été impliqués et donc ils ont pu déterminer qui étaient les adultes et les populations à risque dans ces communautés. Donc, c'est vrai que c'est complexe et que chaque pays doit voir quelle est sa situation afin de voir comment mieux atteindre ces populations. En Tanzanie, les agents de santé communautaire sont très impliqués. Ce sont eux qui déterminent quelles sont les populations à haut risque et ils travaillent avec ces populations de façon que lorsque les activités de sensibilisation à la vaccination habituelle sont mises en place, on connaît déjà les personnes qui ne sont pas dans la cible qui ont besoin de vaccination contre la COVID-19. Donc, chaque pays a une approche différente, se trouve dans une situation différente. Il est difficile, nous continuons à réunir des informations sur les activités entreprises par les pays. Ceux-ci ne sont que des exemples. Dans les centres de santé, c'est beaucoup plus facile parce que lorsque les populations à risque se rendent au centre de santé, ils s'y trouvent et donc certains pays sont en train de mettre en place des systèmes de façon que lorsqu'une personne se rend dans un centre de santé pour un examen de routine, d'autres examens peuvent être effectués dans le même temps. Merci. Oui, en fait, cette question a bien été couverte par mon collègue. Le message principal que nous avons à vous transmettre est que l'intégration strictement dans les campagnes de vaccination habituelles est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que la vaccination contre la COVID-19 soit intégrée à d'autres programmes sanitaires qui visent d'autres populations. Ceci concerne bien sûr des contextes différents. Le programme de PEV est un beau programme qui permet de vacciner un grand nombre de personnes, mères et enfants, mais ce sont des programmes au sein desquels ne sont pas
pas concerner les grands-parents ou des personnes âgées à haut risque. Donc, il faut essayer de trouver les programmes qui touchent les personnes plus âgées de façon que ces personnes puissent elles aussi être touchées par les campagnes de vaccination et donc dans l'activité d'intégration. Il est vrai que aborder les questions de PEV est une bonne chose, mais il faut également aborder d'autres domaines. This may be a bit of a follow-up, but I wanted to ask, Your Lordship noted that given the implications for Étant donné social les implications protection, can you concernant what is being done to help la mise en families œuvre de ces along the programmes, path to update their policies que and peuvent faire procedures les for life pays pour mettre, expectancy par les pays EPV à plus long terme, pour mettre à jour leurs politiques et programmes pour une vaccination sur toute la durée de leur vie, étant donné que ces PEV ont essentiellement été fondés il y a plusieurs décennies en se concentrant sur les nouveau-nés et les femmes enceintes. Eh bien, nous travaillons sur la révision des stratégies de politique. Comme je l'ai indiqué, c'est une intégration qui va au-delà de la vaccination. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une révision des politiques de vaccination. Il faut commencer à envisager la révision des systèmes de santé et des stratégies des systèmes de santé. Si on se concentre uniquement sur le volet vaccination, on va continuer à avoir ces problèmes au niveau de l'intégration par les services de santé primaires. Donc, nous appuyons les pays pour qu'ils révisent leur programme de PEV. Merci. Alba? Merci, je crois que c'est une merveilleuse question. C'est vraiment extrêmement pertinent. Je crois qu'il faut tous tirer les enseignements de la COVID. C'est la première fois de l'histoire qu'un si grand nombre d'adultes ont été tenus d'obtenir des vaccins. C'est un changement de comportement. Cela fait comprendre aux gens que les vaccins ne s'appliquent pas simplement aux enfants, ça s'applique à tout le monde. Cela nous est recommandé, quel est notre âge, quel que soit notre âge, quel que soit le stade de notre existence, qu'il s'agisse des cursus d'éducation du personnel de santé, pour présenter le vaccin comme une approche qui dure toute la vie, puis créer la demande au sein du groupe. Par exemple, nous tenons à noter qu'il y a des vaccins qui sont recommandés, qui leur sont offerts. Nous voulons leur faire comprendre pourquoi, qu'il s'agisse des groupes de personnes âgées ou d'autres groupes. D'un autre côté, au niveau global, national et régional, l'agenda de la vaccination pour 2030, l'idée est de pouvoir créer des plateformes de vaccination, en particulier pour les travailleurs de santé, pour les adultes, pour les femmes enceintes. Des efforts sont déployés à l'heure actuelle en vue d'élaborer des plans régionaux spécifiques pour passer de la vaccination des enfants à la vaccination des adultes. Nous savons que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ceci dit, il faut se servir des efforts qui ont été déployés déjà pour changer cette mentalité. Je vous remercie. Thanks, Alba. Merci, Alba. J'ai une dernière question pratique qui me semble utile. Peut-être qu'elle est pour vous, Benjamin. L'Éthiopie nous dit tous les pays peuvent intégrer les programmes de vaccination dans les programmes de santé primaires plus généraux. Est-ce qu'il y a plus de directives en la matière? Oui, c'est une très bonne question. Et combien de temps durent ces vaccins? Le facteur financier travaille pour essayer de voir comment les vaccins peuvent avoir une plus grande durée de vie. Les vaccins durent plus ou moins longtemps avant d'être administrés. Il y a eu des avantages à lancer les vaccins par le biais des campagnes massives en raison de leur courte durée de vie avant vaccination, mais la plupart maintenant sont à 9 ou 12 mois. Je peux vérifier. Ce qui veut dire que l'on peut commencer à avoir une approche plus prévisible
quant au stockage et à la distribution des doses aux différents niveaux en fonction de la durée de vie et de l'intervention des différentes parties prenantes. J'espère que cela pourrait être pris en compte. C'est vrai que c'est un point très important. Il faut le prendre en considération quand on examine les éléments communs. Comprendre quelle est la durée de vie de ces vaccins, combien de temps il faut prendre pour que le vaccin arrive du niveau national au niveau le plus local. Tout ça, c'est très important. Je vous remercie. Permettez-moi de résumer un peu mieux ce qui figure dans la fenêtre de chat pour la création de demandes. La production de la demande est essentielle ici, partout, surtout là où l'on a encore besoin de vaccins ou bien quand les besoins de vaccins se sont étendus à d'autres vaccins. Dans la fenêtre de chat, nous avons indiqué le lien qui vous indique comment traiter de cette question. Je vous encourage vivement à en prendre connaissance. C'est un domaine qui relève d'une conversation future, je pense. Et sur ce, je voulais avancer aux diapositives suivantes pour vous expliquer comment vous pouvez communiquer avec nous pour nous donner un feedback sur ce qui a été fait. Diapositive suivante. Knowledge Success rassemble et publie un certain nombre de ressources concernant l'intégration. Nous avons partagé un lien dans cette fenêtre de chat pour vous brancher sur la page COVID de Knowledge Success où vous trouvez des liens à toutes ces ressources. Un grand nombre d'entre vous ont contribué à ces ressources et nous faisons de notre mieux pour mettre en lumière l'excellent travail que vous avez accompli. Nous avons une série de blogs sur l'intégration publiés à ce stade. Nous essayons de mettre en œuvre et en évidence un certain nombre de projets particulièrement réussis ou de thèmes particulièrement réussis. Vous pouvez voir la série de publications déjà faites. Il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver au cours des semaines à venir. Je vous encourage donc à suivre tout ceci sur la page COVID de Knowledge Success. Je vous invite à voir comment on fait les choses concrètement. Il s'agit donc de recommandations d'ordre pratique. Nous avons également mis au point deux grandes collections de ressources essentielles. Il y en a deux autres qui arrivent. D'une part, pour toucher les populations haute priorité avec la vaccination contre la COVID-19 et la gestion des données, la santé numérique. Ça, c'est la deuxième collection. Des collections sur les chaînes d'approvisionnement résilientes et l'intégration sont à apparaître très prochainement. Tout ceci va donc être disponible par le biais de notre page web. Vous avez peut-être vu également différentes annonces indiquant que nous préparons un supplément au journal des sciences et pratiques sur la santé mondiale. Ceci devrait être publié en décembre prochain. Nous sommes en train d'y travailler. Certaines des expériences qui sont sans doute intégrées concernent la planification intégrée, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des données électroniques, la génération de la demande et la mésinformation et bien plus encore. Comme nous l'avons dit, nous avons un autre webinaire qui aura lieu dans une semaine, le 27 juillet, au cours duquel nous allons présenter les enseignements tirés du système d'information de la santé numérique intégrée de l'Afrique du Sud. Et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Enfin, nous allons vous envoyer un lien avec la présentation enregistrée d'aujourd'hui, les diapositives. Toutes ces ressources vont vous parvenir par courrier électronique cette semaine. Je tiens à remercier infiniment nos présentateurs, les organisateurs qui nous ont permis d'avoir ce programme aujourd'hui. Merci à nous tous. Merci à nos amis de l'UNICEF, de l'OMS, de l'USAID, de l'équipe responsable de la gestion de la réponse à la COVID qui ont travaillé avec l'OMS et l'UNICEF. Transmettez ces informations. Si vous avez des questions pour
l'un d'entre nous, n'hésitez pas à me les envoyer et je vous connecterai avec la ressource idoine. Et enfin, avant de clore aujourd'hui, je vous demande de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de sondage qui apparaissent maintenant. Elles sont anonymes, encore une fois. Elles vous permettent de nous faire part des questions que vous aimeriez voir couvertes par nous. Quels sont vos besoins en termes d'intégration? Ces résultats sont anonymes. Ils ne seront communiqués qu'aux organisateurs et cela nous aidera pour la planification d'événements futurs. Donc, prenez, je vous prie, un instant pour répondre. Et lorsque vous aurez répondu, vous pouvez partir. Merci encore à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Those of you still on the line, please do take a moment to answer the 4 poll questions. Ceux qui sont toujours en ligne, veuillez répondre aux 4 questions du sondage. Déroulez le sondage pour les voir.